je fais des présentations rapides car je crois que vous êtes connus et du grand public et, a fortiori, du public des États de la France. Ramayad, vous étiez encore il y a quelques semaines secrétaire d'État au sport, un des espoirs les plus sérieux incarnant le renouvellement de la vie politique. Vous n'êtes plus secrétaire d'État au sport, mais peut-être que vous êtes encore un espoir sérieux de renouvellement de la vie politique. Peut-être même que la liberté recouvrée va vous permettre de jouer cette carte avec encore plus d'énergie. Et l'énergie, chacun le sait, vous en avez à revendre. Vous venez de publier une lettre à la jeunesse qui rentre en plein dans le cahier des charges que nous nous sommes fixés pour cette dernière conclusion des États de la France, puisque la jeunesse d'aujourd'hui, c'est celle qui sera aux commandes en 2020, c'est celle qui doit se préparer à accompagner ces transformations de la France. Frère Samuel, vous êtes philosophe, frère de la communauté de Saint-Jean. Vous avez assisté aujourd'hui à l'absolue intégralité de nos débats et vous en tirerez certainement des conclusions très personnelles, peut-être même un peu déstabilisantes. Geoffroy Roux de Bézieux, vous êtes chef d'entreprise, patron de Virgin Mobile, un des piliers du MEDEF. Vous êtes en charge des questions d'emploi. À ce titre, vous représentez l'organisation patronale à la tête de Pôle emploi. Vous aussi, vous vous apprêtez à publier aux éditions du moment un livre. C'est fou ce que les experts des États de la France publient en ce moment. Je pense que c'est les États de la France qui les stimulent. Ce livre a un titre à la fois ambitieux et un petit peu provocateur. Pour sortir de la crise, devinez quoi? Le capitalisme. Voilà, alors, on va organiser notre débat autour de 3 questions très très simples. Première question, sur quel projet collectif souhaitez-vous que la société française soit mobilisée durant les 10 prochaines années? Avec quelles ambitions? Quels objectifs? Deuxième question, quel est selon chacun d'entre vous le principal défaut que la France doit corriger pour demeurer fière d'elle-même? On a vu combien cette fierté était mise à mal en ce moment et donc il fallait probablement la retrouver. Et quel est également, toujours selon chacun d'entre vous, le principal atout que la France doit cultiver, valoriser pour compter dans le concert des nations et l'économie mondialisée. Vous répondrez à ces questions à tour de rôle, mais avant, j'ai demandé à frère Samuel, puisque justement il a assisté à l'ensemble des débats, et ça permettra du coup de servir d'introduction aux 3 questions que je vous adresse, de tirer le bilan ou l'enseignement personnel qu'il a tiré de ces débats en quelques minutes, 3-4 minutes maximum, puisqu'ensuite il faut qu'on rentre dans les questions. Alors moi, je me suis demandé précisément, en écoutant ce qu'on a entendu aujourd'hui, qu'est-ce que ça donnerait en 2020 ? J'ai retenu plusieurs choses. La première, c'est qu'en 2020, nous aurons intégré ce que j'appelle la sortie du rural. C'est-à-dire que nous serons définitivement dans un monde où la ruralité n'aura plus que, c'est-à-dire le mode traditionnel d'organisation sociale n'aura plus que la forme de la mémoire ou du folklore. Je pense que nous aurons définitivement intégré l'Europe, même si nous souffrons un peu pour y entrer. Et puis nous aurons intégré définitivement la fragilité écologique et la fragilité économique comme des fragilités structurelles durables. J'espère, mais je pense que nous aurons aussi intégré la rupture ou la fracture générationnelle et que ceux qui aujourd'hui sont encore au pouvoir et majoritairement qui travaillent auront commencé réellement effectivement à laisser la place ou à lâcher le pouvoir pour que ceux qui suivent commencent à s'y mettre et ne s'y mettent pas, vous savez, comme dans ces entreprises familiales où la deuxième génération qui attend de prendre le pouvoir à 65 ans. Ou le prince Charles d'Angleterre. Voilà, à peu près. Ensuite, je pense que nous aurons objectivé des choses que nous n'aurons pas encore intégrées. Le système économique dans sa complexité. 10 ans ne suffira pas à le comprendre, mais au moins à l'objectiver, à comprendre le degré d'interdépendance dans lequel nous sommes les uns par rapport aux autres. Je pense que nous aurons aussi objectivé, mais pas encore intégré, parce que ce n'est pas vraiment intégrable, l'extraordinaire relativité politique et culturelle des pays autour de la planète. Et puis nous aurons commencé à objectiver, mais en France sûrement pas accepter, la croissance faible durable. C'est-à-dire que nous aurons commencé à voir que la mondialisation est irréversible et nous commencerons à essayer de nous y situer sans savoir exactement aujourd'hui à quel niveau économique. Par contre, je pense que nous serons en train parce que la France a aussi des capacités de réaction, de réinventer un certain nombre de choses. D'abord, ça m'a beaucoup frappé en écoutant les uns et les autres, la responsabilité. Une responsabilité à la fois globale, solidaire, complexe, en essayant de comprendre et d'agir sur les nouvelles configurations sociales. Ça, c'est pas facile. C'est évident que dans 10 ans, la configuration sociale de notre pays sera extrêmement différente de ce qu'elle était il y a 10 ans. Et aujourd'hui, on a du mal à comprendre le mouvement dans lequel on est, les relations entre les personnes, l'appartenance à un groupe, à un espace géographique est très variable. La jeune génération ne vit absolument plus simplement dans l'endroit physique où elle se trouve.
Les réseaux sociaux ne sont pas simplement des espèces de gadgets pour jeunes, c'est réellement des modes de fonctionnement et d'organisation sociale qui seront dans 10 ans beaucoup plus importantes. Voilà, donc tout ça sera caractérisé par beaucoup de vitesse, beaucoup de communication, mais je trouve que ça a manqué dans ce qu'on a entendu aujourd'hui, beaucoup de virtualité aussi, beaucoup de dématérialisation, et sans doute une dématérialisation de l'économie de la vie sociale bien plus avancée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je pense que c'était un petit peu le point faible de ce qu'on a entendu. Et puis, pour souligner les questions sur lesquelles nous allons travailler, je pense que nous serons dans une tension culturelle forte. Parce que la culture, c'est sur du long terme. Et je pense que nous serons dans un double, non pas dans un double modèle, mais dans un double mouvement. Un mouvement que j'appellerais de stabilisation matérialiste animale. C'est-à-dire qu'à l'échelle de la planète, nous nous stabiliserons dans une espèce de capitalisme primaire, sans réflexion, et dans lequel les objets matériels nous dispensent de nous interroger. Avec une espèce de mise en scène de la créativité technologique et médiatique comme ersatz de sens, quoi. Et en même temps, plus profondément, dans une espèce de perception d'une anarchie du sens et dans un choc des cultures. Je pense que très clairement, on n'aura pas en 10 ans le temps de se construire une vision commune, c'est parfaitement clair. Donc on sera là dans une espèce de contraste entre une espèce de fausse solution homogène et puis une perception de l'extraordinaire chantier qu'il y a dans lequel nous serons propulsés, je dirais, de gré ou de force. Et je pense que nous serons à ce moment-là, dans 10 ans, dans une crise anthropologique consciente. Elle est pour moi encore à l'état inconscient, dont la confrontation avec la Chine, l'Inde et le monde musulman sera une des composantes très fortes. Voilà ce que j'ai retenu de la France en 2020. Vous l'avez retenu et en même temps vous l'avez projeté. Merci beaucoup. L'exercice n'était pas simple. Je pense qu'il campe bien les 3 questions. Alors, Ramayad, on va commencer avec vous. Le projet collectif que vous rêveriez pour entraîner les Français sur les 10 prochaines années? Le projet collectif, je pense que ça pourrait être le sujet du livre que j'ai écrit il y a quelque temps et que vous avez cité, c'est-à-dire la jeunesse. Alors cela peut sembler un petit peu étrange de parler de ce sujet au milieu des débats que nous venons d'avoir, mais le monde tel qu'il a été décrit et commenté par les différents intervenants, et le monde qui se prépare pour nos enfants, pour les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes Français, si on est dans un cadre national. Et ce qui me frappe, au-delà d'eux, c'est ces 30 dernières années, l'impréparation de la France par rapport à cet avenir. Nous découvrons aujourd'hui, ou nous réagissons aujourd'hui à des problèmes de déficit et de manière complètement sur l'autre échiquier à des problèmes, par exemple, d'unité nationale. Or, cela se prépare, cela s'organise. Et moi, je pense que si aujourd'hui, la société française, mais depuis toutes ces dernières années, des années de crise, est inquiète par rapport à son avenir, c'est lié au fait qu'il y a eu un manque d'impréparation de l'avenir. Cette anticipation qui est nécessaire dans toute stratégie entrepreneuriale, par exemple, mais aussi politique, mais aussi sociétale. Le résultat, c'est que ce sont les jeunes Français, ceux qui vont faire la France de 2020, qui en pâtissent le plus. Il faut quand même penser que la jeunesse française, d'après les statistiques, est la plus pessimiste d'Europe. Alors, en Espagne, par exemple, où il y a 40% de taux de chômage, ce n'est pas le cas. Cela m'incite personnellement à réfléchir, parce que nous avons, nous, en France, un taux de chômage jeune de 23% environ. Comment expliquer ce pessimisme qui ne se traduit pas seulement par des résultats négatifs en termes de chômage, mais aussi en termes de pauvreté, 20% des jeunes sont pauvres, en termes d'autonomie, vous connaissez tous ce phénomène des tanguis des temps modernes, en termes de problèmes de formation, de précarité, 150 000 jeunes qui sortent de l'école chaque année sans diplôme, sans formation. Ça, pour moi, c'est une question fondamentale parce que ça ne concerne pas seulement les jeunes désormais, ça concerne aussi toutes les familles. Le dimanche, dans les familles, à la table du dimanche, on
on parle de ce que va devenir, on s'interroge sur ce que va devenir le petit dernier et qui peine à se loger, qui peine à trouver un emploi. Et maintenant, ça touche en plus les diplômés. Ça ne date pas de la crise de 2008, puisque je m'appelle, à l'époque, ça m'avait frappé, parce que je suis dans mes études, en 97, les emplois jeunes, quand ils avaient été créés, ils ont étrangement été occupés par des jeunes diplômés. Souvent des gens qui ont des masters. Donc ça dit quelque chose d'une société qui a encouragé ses enfants à avoir tel ou tel diplôme, mais qui n'est pas en capacité de les insérer. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, évidemment. Les 4% de jeunes qui sortent des grandes écoles et qui sont appelés à rejoindre les élites économiques et académiques, tout va bien. Ils sont même l'avant-garde d'une France conquérante sur tous les plans, médiatiques, économiques, politiques. Et pour cela, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et au fond, il faut les laisser aller dans ce travail de conquête parce qu'ils incarnent une forme d'élitisme républicain. Mais pour les autres, qu'est-ce qu'on fait ? Pour cette grande masse de jeunes hommes et de jeunes femmes qui vivent de cette précarité et dont beaucoup sombrent dans les extrêmes. Pour moi, c'est une interrogation majeure qui, je crois, est à l'origine de cette angoisse diffuse qu'on a dans la société française depuis toute cette période des 30 piteuses et sur lesquelles il faut réagir absolument en urgence. Et on a un vrai retard là-dessus. Donc s'il y a un projet collectif, c'est celui-là, parce que finalement, la France n'appartient déjà plus à nos pères, mais j'ai envie de dire ne nous appartient déjà plus même à nous, et qu'un pays, ça se continue, ça se construit, ça s'invente, ça s'imagine avec des hommes et des femmes. Et comment le faire avec une jeunesse qui est la plus pessimiste d'Europe ? Comment le faire avec une jeunesse qui se demande comment s'en sortir, même avec un diplôme, sachant que ce qui est encore plus gênant derrière cette réalité, c'est le règne en France de ce qu'on pourrait appeler la diplômite, c'est-à-dire cette tendance qu'on a, vous avez tel diplôme, donc vous êtes promis à avoir tel statut social. Le diplôme, finalement, garantit un statut social. On pense davantage à sa valeur mandarinale, on va dire, qu'à sa valeur marchande ou économique. De ce fait, l'avenir est pensé comme un long couloir sans porte, pour le meilleur comme pour le pire, où vous avez le bon diplôme et puis tout va aller pour le mieux, votre destin se joue entre 18 et 25 ans et pour le meilleur, ou vous ne l'avez pas le bon, et c'est toute une histoire pour sortir de ce long couloir sans porte où il n'y a pas de passerelle. Donc ce qui empêche la circulation des forces vives. Le talent ne se mesure pas seulement à un diplôme. C'est pour ça dans notre pays, sans doute, regarde-t-on avec beaucoup d'étrangeté les self-made men, par exemple, ceux qui s'en sortent par eux-mêmes. Sans avoir forcément le diplôme comme équivalent d'un statut social. Et pour moi, on est au cœur de ce qu'on peut appeler une société bloquée et qui nécessite d'être dynamisée et qui fasse confiance à ses talents, qui ne relèvent pas forcément des diplômes, et que quand on en a, le contrat qui a été passé avec le jeune par rapport à la société puisse être rempli, sinon on aboutit à une crise de confiance. Donc je crois que le projet collectif, c'est la jeunesse et il passe par l'éducation. On verra tout à l'heure peut-être quelques idées pour y parvenir. Geoffroy Roux de Bézieux, même question. Vous êtes pilote, qu'est-ce que vous avez envie, où vous avez envie d'embarquer vos concitoyens français sur les 10 années qui viennent, justement pour les mobiliser? Je crois que c'est les 20 années qui viennent. Ah, 2020, c'est 10 ans. Je ne ferai pas les 20 années, ça marche quand même. 20 années, allez. C'est bon. Très difficile de passer après Frère Samuel et Ramayad. Alors moi j'ai envie de vous parler de la société entreprenante, que je vais essayer de vous expliquer en quelques mots. Ce n'est pas la société d'entrepreneurs, c'est la société entreprenante. C'est une société qui permet à tout à chacun de réaliser son projet personnel et de faire éclore les initiatives que tout à chacun a en lui. Quelques mots d'abord, juste, je suis désolé, je vais parler de téléphonie pour commencer, mais c'est une bonne métaphore du monde qui nous entoure. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous dans la salle a un iPhone. Vous savez que l'iPhone s'est fabriqué en Asie, c'est un nombre de sous-traitants de type Foxconn, etc. Et il est complètement conçu aux États-Unis. Donc toute la propriété intellectuelle, tout le marketing, toute la recherche, toute l'innovation est américaine, toute la fabrication est chinoise. Et qu'est-ce qui nous reste à nous, Européens, et en particulier Français? Il ne nous reste plus qu'à acheter des iPhones. Et ironie de l'histoire, on est le pays qui achète le plus d'iPhone par habitant et de très loin. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que je trouve que ça illustre assez bien la problématique qui est la nôtre. C'est-à-dire qu'on est pris entre, d'un côté, un capitalisme
d'entrepreneurs très durs, très individuels, un peu sans foi ni loi, mais qui continuent à faire de la croissance. Et puis de l'autre, un capitalisme de fabrication très étatisé, qui laisse peu de place à l'initiative individuelle, mais qui fait une croissance de 7, 8, 9, 10% par an, avec leur 30 glorieuses à eux. Alors face à ça, effectivement, la France, l'Europe peut paraître complètement dépassée. J'imagine, je n'ai pas assisté à toute la présentation de ce matin, qu'on a dû se lamenter sur nos taux de croissance, nos déficits et notre faible productivité, la fin de nos usines, etc., etc. Pas tout à fait comme ça, mais enfin... En tout cas, c'est souvent ce qu'on entend, même si je suis ravi qu'il y ait eu un meilleur moral dans la première partie. Pourtant, je crois qu'on peut faire de la France et de l'Europe une terre entreprenante. D'abord, il y a quand même beaucoup de signes positifs qu'on ne réalise pas. Il y a des initiatives, il y a des gens qui se bougent dans ce pays, à commencer par les 500 000 auto-entrepreneurs qui se sont créés depuis à peu près 2 ans. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même 500 000 Français qui ont pris le risque de l'entreprise, qui ont pris de se mettre à leur compte, qui ont quitté, parfois forcé, mais le confort du salariat, et qui se sont mis exposés face au risque de démarrer une entreprise. Il y a aussi un phénomène qui est moins connu, on est champion du monde de la création d'associations. Il y a plus de 60 000 associations qui sont créées chaque année, dans des secteurs très, très divers. Or, qu'est-ce que c'est que créer une association ? C'est entreprendre. Pas au sens économique du terme, encore que, mais au sens initiative du terme, au sens prise de risque, au sens décider que ce qui est fait par les autres n'est pas forcément bien et que moi, individu ou groupe d'individus, puisqu'on n'entreprend pas toujours tout seul, je peux proposer une solution. J'ai eu l'occasion l'autre jour dans un débat avec la CFDT de dire que finalement qu'un des plus grands entrepreneurs français, c'était Coluche. Pourquoi ? Parce que quand il a créé les Restos du Cœur, il a identifié un besoin, celui des SDF, qui était auquel il était mal répondu par le ministère des Affaires sociales. Et il a pris vraiment une démarche d'entrepreneur en disant on va faire différemment. Et il a réussi, sauf que le modèle économique, le modèle de réussite n'était pas forcément de faire du profit à la fin, mais de répondre à un besoin. Donc on a dans ce pays un tissu qui est je pense, un vrai potentiel. Et par contre, une énorme aversion au risque qui s'est excessivement amplifiée avec la crise. C'est-à-dire que quand on essaie de démarrer quelque chose, quel que soit le type d'initiative qu'on prend, que ce soit à l'intérieur d'une entreprise ou à l'extérieur, que ce soit associatif ou économique, que ce soit du microcrédit ou créer une start-up, vous avez toujours des bonnes âmes pour dire ça ne marchera pas. Moi, quand je reçois des entrepreneurs en herbe qui veulent démarrer, je leur dis mais n'écoutez pas ces mauvais conseils, n'ayez pas peur. C'est justement parce que toutes les bonnes âmes vous disent que ça ne marchera pas que ça a peut-être une chance de marcher. Et si quand bien même vous échouez, ça sera la preuve de votre tempérament, la preuve de votre capacité d'initiative et vous rebondirez de manière formidable. Donc cette société entreprenante, c'est la capacité qu'on aura collectivement à dynamiser ses talents, à dynamiser la capacité entrepreneuriale au sens large de notre population, qu'elle soit jeune ou moins jeune. Moi je dis souvent, Bill Gates a créé Microsoft à 19 ans, mais Ray McDonald a créé McDonald's à 57 ans. Donc on peut entreprendre à tout âge. Alors un mot quand même sur les atouts, même si c'est la question suivante, mais c'est important juste pour la conclusion. Vous ne voulez pas qu'on finisse le tour de table sur les projets ? Juste un tout petit mot là-dessus. C'est que on a tous les atouts, parce que ça correspond quand même à cette situation. On a tous les atouts pour entreprendre en France, aussi parce qu'on a une très forte proportion d'immigrés et de jeunes immigrés. Je vais citer juste un chiffre. Aux États-Unis, 35% des entreprises qui ont été créées, alors c'est un chiffre qui a 3 ans, mais enfin je pense que c'est encore vrai, ont été créées par des gens qui ne sont pas nés aux États-Unis. Et donc la grosse différence entre la France, l'Europe et en particulier la France, et les États-Unis, c'est justement notre incapacité à tirer parti de ces forces vives qui ne demandent qu'à entreprendre, qui ne demandent qu'à prendre des initiatives, et que notre système, pour des tas de raisons qu'on va pouvoir développer, bride à travers cette peur du risque et à travers un certain nombre de contraintes que Ramayad évoquait, notamment le diplôme. Merci beaucoup. Frère Samuel, ce qui m'a frappé dans le bilan que vous dressiez de cette journée et ses prolongements, c'est que ça faisait, au bout du compte, en 2020, un monde
pas terriblement attirant ni hospitalier quand même. Et justement, j'étais surpris de voir que vous n'y apportiez aucune dimension ni spirituelle ni émotionnelle, comme il a été souvent dit au cours de ce débat. Est-ce que c'est peut-être là justement où va se situer l'utopie que je voudrais que vous nous racontiez? Moi, je ne vous ai pas dit ce que j'en pensais, j'ai dit ce que j'avais entendu. Oui, non, mais c'est et ça. c'est vrai, je n'ai rien entendu de sérieux qui puisse me montrer qu'en 2020, vraiment, on va chanter. J'ai rien entendu de sérieux. J'ai entendu des invocations affectives, mais voilà. Donc ça, c'est le réel, je veux dire le réel pur et dur. Par contre, je pense qu'il y a un élément déterminant qui pourrait faire changer les choses. Alors, justement, lequel? Pour moi, c'est un projet qui tourne autour de la formation. Je pense que si nous sommes mal, particulièrement en France, c'est parce que nous avons un déficit de compréhension du monde, ce qui est très difficile à admettre pour un Français. Nous sommes avec un arrêt sur image qui ne dépasse pas les années 80. Et nous avons un mal fou. Alors, nous avons un mal fou parce que nous ne pouvons comprendre les choses que quand nous allons au bout d'elles-mêmes. Beaucoup de peuples arrivent à se contenter d'un pragmatisme et ils comprennent une fois qu'ils ont réussi à faire. Nous sommes des Français, donc tant que nous n'avons pas compris les choses, nous ne bougeons pas sur le mode opératoire. C'est à la fois une noblesse et une rigidité. Et je pense que pour moi, le grand projet, c'est précisément un projet collectif d'admettre collectivement que, quel que soit, y compris les élites, personne n'est capable de bien nous expliquer le monde dans lequel on est, et encore moins la configuration humaine du monde dans lequel nous allons. Et que donc, il faut s'y mettre, et je vois mal comment on s'y mettrait pas tous ensemble. Pour moi, il n'y a pas des gens qui vont nous expliquer ce que c'est que l'homme de demain, et d'autres qui vont suivre ce que vont nous expliquer les premiers. Mais par contre, d'imaginer que la juxtaposition des représentations mentales dans lesquelles nous sommes, qui sont de plus en plus en état de désagrégation et de délitement, vont finir toutes seules par nous fabriquer une nouvelle vision de l'homme, ça c'est tout simplement, psychologiquement, philosophiquement, sociologiquement, une énorme bêtise. Voilà. Et donc je pense que pour moi le grand chantier il est là. Il est d'intégrer à la fois le développement, notamment en France, de tout ce qui est de l'ordre de la compétence technique, de la compétence scientifique, de la compétence technologique, de pousser la R&D, mais de coupler ça avec une reprise d'une recherche fondamentale que j'appelle moi une recherche anthropologique. Ce que disait très bien Dominique Volton, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de la compréhension de l'humain sur lequel on est pour le coup plus du tout relevant. On a une vision de l'homme qui est entre le 17e et les années 70, point barre. C'est fini, cet homme-là, il n'est plus là. Vous pensez que c'est typiquement français, ce déficit-là? Parce que, bon, vous voyagez Je pense beaucoup. qu'il est partout, ce déficit. Je ne vois pas un penseur philosophe qui émerge ni des États-Unis, ni d'Inde, ni de Chine, ni d'Afrique, ni d'Europe. Je n'en vois pas un seul. C'est mon boulot, la philosophie. Je n'en vois pas un seul. Merleau-Ponty, Camus avaient écrit des œuvres majeures, ils n'avaient pas 40 ans, quoi. On ne les voit pas, ceux-là. Ils n'existent pas. Et donc, concrètement, là, je vois un déficit. La seule chose, c'est qu'en France, ces déficits se transforment en maladie, en désespoir, parce que la perte de sens dans notre pays est vécue instantanément comme un mal-être extrêmement profond. Alors, bien sûr, c'est plutôt bon signe, ça, non? Bien sûr que c'est bon signe. Il y a des dysfonctionnements sociaux, il y a les rigidités à la française, il y a tout ce que vous voudrez, il y a le bipartisme, la bipolarisation française qui date, voilà. Il y a tout ça, mais à la fin, je pense que la crise dans laquelle on est là aujourd'hui, déjà en France, c'est celle du sens. Le taux de suicide des jeunes, le taux de consommation de drogue, le mal-être tout simplement, pas simplement des jeunes d'ailleurs. Je pense, l'a vu en entreprise, voilà. on en a parlé. Et je pense que ça, c'est d'abord un manque de compréhension. Et que la compréhension, alors encore une fois, il faut que simultanément l'université, les élites, l'école et l'ensemble de la société civile, doublée des médias, acceptent de faire un aveu d'humilité globale sur la faible compréhension qu'on a, encore une fois, de ce qui se passe là. La crise. On essaye de nous expliquer la crise. Mais moi, j'ai posé mes questions un peu à tous les économistes. Ils ne sont pas d'accord entre eux pour savoir que même ce qui s'est passé, je ne parle pas de ce qui va se passer. Et on a bien entendu quand même ce matin que la prévisibilité est hyper faible, à part à nous dire que tout va être un peu. Ce qui évidemment coûte rien, quoi. D'accord ? Donc je veux dire, si, c'est parce que un peu, c'est mieux que pire. Mais voilà. Et donc, moi, la vraie question, elle est là-dedans, la compréhension de l'humain dans cette situation-là. Je trouve qu'elle est en déficit et que nous avons, aussi bien du côté des savoirs, je parle des sagesses, on est en train de mondialiser le capitalisme et de déraciner des gens de leur culture en 20 ans. C'est-à-dire que c'est fini. Vous implantez une antenne parabolique quelque part au fond des Philippines ou au fond de certains pays africains et vous allez voir, en l'espace de 2 ans, les mœurs, la compréhension du monde, elle n'a pas du tout évolué. Elle est simplement complètement piratée de l'intérieur par des images, vous voyez, par des représentations inassumables et inassumées d'ailleurs. À moins de leur vendre du cartésianisme, ce qu'ils font très bien. Ils assimilent très bien, mais ils perdent du coup leur identité. Et donc on a encore aujourd'hui là à disposition, mais ça se perd une tradition. Les traditions orales, il suffit que vous ayez une génération qui meurt, c'est fini, vous l'avez plus. Et donc j'allais dire, on a un patrimoine vivant du point de vue des sagesses, du point de vue de la science, on a quand même un énorme patrimoine scientifique qui a explosé, pas en profondeur, parce que dans la recherche fondamentale scientifique, on n'a pas beaucoup progressé les 10 dernières années. Dans les applications, oui. Mais on a quand même là un énorme panel.
on a quand même une tradition philosophique, on a une tradition spirituelle, qu'elle soit chinoise ou qu'elle soit indienne ou qu'elle soit européenne. Et ça n'est pas encore mis à profit dans la tentative de compréhension de c'est quoi possiblement l'homme demain. Voilà. Et je pense que là, il y a un chantier qui, pour moi, est potentiellement extrêmement mobilisateur, notamment au-delà de la rupture générationnelle. Parce que c'est très bizarre la manière dont les jeunes perçoivent que les plus de 45 ans là sont complètement en dehors du coup dans la compréhension de ce qui se passe. Vous qui mettez la jeunesse au cœur du projet collectif, qu'est-ce que vous inspire ce que vient de dire frère Samuel? Oui, je suis d'accord sur l'idée que vous venez de développer sur la perte de sens. Ça, c'est une des raisons qui explique aussi ce sentiment d'incertitude, d'absence de projet collectif qui est souvent criant. Nous vivons une époque aussi où il y a beaucoup moins d'idéologie. Alors peut-être que votre vision de l'histoire est plus longue que cela, mais si je me base sur l'histoire politique récente, les deux principales idéologies qui structuraient le monde se sont effondrées. Donc la chute du mur de Berlin, la chute de l'URSS a entraîné celle de l'idéologie communiste. Et puis de l'autre côté, le libéralisme financier s'est effondré avec les Lehman Brothers en quelque sorte. En tout cas, non pas dans les faits forcément, puisqu'on restaure très vite les bénéfices financiers, mais plutôt Geoffroy nous promet la renaissance du capitalisme, même comme une solution à la crise. Plutôt dans le fait que les peuples ne considèrent plus le libéralisme financier comme un modèle de société. Voilà. Et donc, dans un contexte pareil, il y a une espèce de vide idéologique qui conduit les référents politiques dans une sorte de centralité. C'est-à-dire qu'avant, il était très simple d'être de gauche ou de droite. On était pour ou contre la guerre d'Algérie, pour ou contre la contraception. Vous voyez, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. On est tous pour le développement durable, on est tous pour la paix, on est tous contre le capitalisme sauvage, etc., etc. Et résultat, il y a un brouillage des pistes. Ajoutez à cela la révocabilité des vérités. C'est-à-dire que chaque vérité, du jour au lendemain, peut changer. À cause de la remise en question permanente de toute vérité. Tout est comme ça, c'est-à-dire ça peut être l'Internet, ça peut être la science, ça peut être beaucoup d'éléments qui font que les vérités sont révocables. Dans un contexte aussi mouvant sur le plan philosophique, idéologique, comment voulez-vous penser le monde de demain? C'est ça le problème. Comment voulez-vous qu'il y ait des références historiques, politiques, littéraires sur lesquelles nos regards se figent et qui pourraient être considérés par nous comme des modèles et donc nous donner ce sens dont vous êtes en quête et qui nous est pourtant par ailleurs indispensable. Et c'est pour ça que cette période d'incertitude pour moi, si elle peut être effectivement le signe d'une perte de sens qui peut faire peur, inquiéter, c'est aussi une promesse. C'est aussi une promesse parce qu'il y a quelque chose à inventer, un monde nouveau à dessiner. Et il appartient, comme toujours, aux hommes et désormais aux femmes d'inventer cette époque. Et c'est tout l'enjeu de la réflexion que je pense sur la jeunesse. Parce que vous dites, il n'y a plus de Morand, il n'y a plus de Camus. On ne les entend pas, vous voulez dire. Mais peut-être qu'ils existent, qu'en savez-vous? Et précisément, la circulation des forces vives nécessite d'aller chercher ces Morand et ces Camus qui n'ont pas forcément accès au débat public parce qu'il est monopolisé un peu par toujours les mêmes, pour qu'on puisse les entendre. Je ne peux pas croire qu'une génération soit moins talentueuse que la précédente. Donc, à partir de là, tout l'enjeu, je trouve, du débat public, c'est d'éviter qu'il ne s'assèche sous l'effet d'une espèce de consanguinité de la pensée. Voilà. Où la facilité fait qu'on va avoir toujours les mêmes pour penser le monde. Parce que leurs références sont de toute façon dépassées. Et en ce sens, je suis d'accord sur l'idée qu'il faut du sens, qu'on en a perdu, qu'il faut réinventer un monde. Mais pour ce faire, encore devrions-nous prendre la peine d'aller chercher là où ils sont, ceux qui sont capables de penser ce monde et qui ne soient pas toujours les mêmes. Voilà. Geoffroy et frère Samuel, deux questions croisées. Geoffroy, est-ce que vous avez l'impression que ce projet collectif, cette utopie autour de la formation et de la compréhension du monde, c'est quelque chose qui servirait un projet comme le vôtre? Et à l'inverse, est-ce que, frère Samuel, quand Geoffroy regrette la force aversion au risque des Français,
Est-ce que d'abord vous le constatez et deuxièmement, comment vous l'analysez? Qui veut commencer? Geoffroy qui n'a pas parlé depuis longtemps. Non, c'est pas tellement ça, mais... Si. Oui, l'aversion au risque des Français, des Européens. Moi, je ne fais pas une différence aussi marquée que vous. Oui. On est peut-être les pires des Européens, mais on est un continent qui a peur du monde, qui a peur de la mondialisation et qui a peur de perdre le match. Elle vient, moi je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, avec une mécompréhension, une incompréhension des nouveaux mécanismes qui régissent ce nouveau monde. Et donc, comme on ne comprend pas l'arbitre, comme on ne comprend pas les règles du jeu, on n'a pas envie de jouer le match. Mais aller plus loin, pourquoi on ne le comprend pas? On alors, n'est pas plus bête que justement, les autres. je pense qu'il y a... Enfin, il y a un paradoxe dans cette incompréhension, c'est que paradoxalement, on est dans un monde qui est complètement dominé par les nouvelles technologies. Or, les nouvelles technologies, ça abaisse la barrière à l'entrée de la compréhension. Et ça abaisse la barrière à l'initiative. Parce que paradoxalement, vous êtes un jeune étudiant à Harvard de 22 ans, vous créez Facebook, et en 2 ans, ou 3 ans, en 4 années, vous êtes d'abord milliardaire, mais vous avez créé un truc incroyable. Star. Ou vous êtes, comment s'appelle-t-il, Assange, et vous créez Wikileaks de la même manière. C'est-à-dire que les nouvelles technologies, c'est... avant, il fallait être hérité d'une fortune industrielle, il fallait être né dans les bons milieux, etc. L'accessibilité que donne la technologie permet d'abaisser la barrière à l'entrée de l'initiative sur le plan global. Mais paradoxalement, elle renforce cette économie de la connaissance, la nécessité d'avoir un capital social. Moi, je ne suis pas un grand fanat de Bourdieu, mais là où il avait vraiment raison, c'est que ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas tellement d'avoir de l'argent. Bien sûr que c'est plus facile de démarrer avec l'argent, mais enfin, toutes les initiatives récentes ont démarré avec très très peu de capital. Il faut avoir le capital social, le capital culturel, le capital de connaissances qui permet de s'intégrer dans ce monde. Et nous, Européens, et encore plus nous, Français, on a une société tellement stratifiée, là je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur le mandarinat du diplôme en France, que on a du mal à avoir ce capital. L'État, au sens large, hein, évidemment, je ne suis pas dans une polémique politique, n'a pas su, dans les 30 dernières années, dynamiser la diffusion de la connaissance. Et donc on crée des gens qui sont dans des... Vous avez parlé de couloirs, moi je dirais silos, mais c'est un peu la même idée, hein, c'est-à-dire qu'ils sont condamnés. Et donc ils ne comprennent pas le monde, donc ils n'entreprennent pas, ils ne prennent pas d'initiative, et donc ils en ont peur. Et le cercle vicieux se met en boucle, en quelque sorte. Nous allons laisser Ramayad partir. Elle a un conseil municipal, et ça, c'est une obligation civique que nous ne voulons certainement pas être contribuer à transgresser. Merci infiniment. Bravo. On conclut brièvement. Cette notion du risque. Je pense que tout le monde sait, là encore, c'est la tradition philosophique, elle est la même partout, que l'ignorance augmente la peur. Et que pour prendre des risques, bien sûr qu'il faut en connaître les composantes techniques. Ça, aujourd'hui, nous savons faire. Mais à la fin, pour prendre des risques, il faut du courage. Et ça, ce n'est pas les composantes techniques du risque qui me le donnent. Et c'est vrai qu'en préparant cette journée, je pensais à 2 choses. On a parlé des hommes et des dieux, qui est quand même un espèce d'événement populaire. Et moi, je ne pense pas que la thématique centrale des hommes et des dieux qui ait touché l'ensemble des gens qui sont allés voir ce film soit une thématique directement, explicitement confessionnelle. Je ne pense pas que ça soit ça du tout la question. Par contre, c'est ce qui se passe humainement, socialement, intellectuellement là-dedans. Ce qui se passe humainement là-dedans. Et c'est vrai, alors ça va vous paraître complètement iconoclaste, hein, mais moi, ça m'a fait penser à la victoire de la Coupe du Monde de football par l'équipe de France. Pourquoi ? Parce que je retrouvais les mêmes composantes. Des gens qui avaient besoin les uns des autres, dont aucun n'était une vedette, pas même le prieur, puisque la première déclaration, c'est « nous ne t'avons pas élu pour que tu décides seul ». Ça, c'est à bon entendeur salut pour tous les dirigeants d'entreprise, même s'ils ne sont pas élus, ou pour bien d'autres personnes élues d'ailleurs. Et donc c'était significatif de voir qu'on trouvait la même structure fraternelle. Dans les 2 cas, qui avait pour fondement l'acceptation d'une fragilité, parce que l'équipe du monde de France, elle n'avait rien gagné jusqu'à ce qu'elle gagne. Et ça m'a semblé... Alors, la différence aussi m'a semblé intéressante. Hein. La Coupe du Monde de football, c'était encore dans une phase euphorique. Là, c'est une décision qui est définitive, qui est le risque le plus grand, et qui est un aboutissement d'une décision à la fois personnelle et collective, et qui, paradoxalement, même s'ils ont fini par mourir assassinés, est signe d'espérance. C'est ça qui est très étonnant. Et donc moi, j'avoue que je lis assez bien dans Les Hommes et les Dieux le type d'intelligence des personnes, le type d'écoute d'autrui,
l'écoute de la différence, la compréhension du rôle réel de ma vie, qu'est-ce qui compte vraiment dans ce que je fais, toute une espèce de laboratoire. Ces types ont beau être des moines qui sont des spécialistes du sens, ils n'en sont pas moins au moment où il faut décider de savoir s'ils vont courir le risque de mourir, en train de se demander qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Donc ça montre bien que même s'il y a un support, à la fin, c'est quand même quelque chose de personnel. Et je trouve que c'est assez beau qu'il y a tout leur support spirituel et intellectuel qui leur permet d'arriver jusqu'à cette décision. C'est ce que je disais sur le projet de formation, hein, c'est qu'on ne peut pas former les gens uniquement avec des compétences techniques, ça n'a jamais rendu les gens humains. Mais qu'en plus, et que ça va de la famille jusqu'à l'université, même à la formation permanente, mais qu'à la fin, c'est ce processus fraternel. Et moi, je pense que le plus grand atout de la France, qu'elle a jusque-là pas joué, parce qu'elle a malheureusement commencé sa République dans un bain de sang fraternel dont elle ne s'est toujours pas remise, hein, c'est la fraternité. Et la fraternité, c'est très bizarre, un frère dans une famille, une sœur, c'est une personne, on ne m'a pas demandé qu'il soit là. Hein, les parents, ils veulent avoir des enfants, non? Alors, ils les ont, quoi. Après, il faut qu'ils les assument. Nous, on n'est pas mécontents d'avoir des parents, parce que c'est quand même par eux qu'on existe, quoi. Alors, ils y sont pour un petit quelque chose, quand même. Mais les gens dont on ne sait pas ce qu'ils font là, c'est les frères et les sœurs. C'est des gens qui sont là, ils sont proches de moi, et au fond, ils sont proposés à mon choix. Voilà. Et bien, c'est exactement la situation de la France. Aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font les gens à côté de moi? On avait l'habitude jusqu'à d'être dans un projet collectif que je dirais de familial, sous l'autorité de papa-maman, qui était l'autorité étatique, royale, tout ce que vous voudrez, l'autorité religieuse. Et finalement, on se retrouve dans un face-à-face où je ne peux pas m'adresser au père abbé pour avoir une solution. Voilà, on voit bien celui qui joue ce rôle-là aujourd'hui, enfin, c'est pas à lui qu'on va demander les solutions anthropologiques de notre existence. Voilà. Et donc on voit bien que, mais même il n'y a pas d'autorité sur cette question-là. C'est ça aussi le mûrissement. Même au pape, on ne va pas lui demander. Ils ne sont pas appelés le pape, les moines là. Ils ont dû, à la fin, être face à eux-mêmes et entre eux. Et je trouve que cette expérience fraternelle, dans une fragilité commune, dans une acceptation d'interdépendance, où à la fois il y a un courage solitaire et en même temps il y a une entreprise collective, moi je trouve que c'est admirable. En plus, ces gens-là, aujourd'hui, il y a 3 millions de personnes qui sont allées les voir ils sont signes d'espérance. Pas simplement pour ici d'ailleurs, hein, parce qu'en Algérie, ils sont un signe majeur d'espérance. Mais est-ce que ce passage-là, il n'est pas plus compliqué en France, justement parce que nous sommes dans un pays qui a constamment sacralisé le politique? Oui, d'une part, et puis l'autre chose, c'est parce que notre défaut majeur, c'est le manque d'humilité. C'est le manque d'humilité. C'est peut-être lié d'ailleurs. Oui, c'est qu'on a un mal fou à accepter qu'on n'a pas une intelligence de droit divin, nous. Parce que dès qu'on est avec un autre peuple, on est d'intelligence de droit divin. Nous, moi, je suis dans une communauté où il y a 24 nationalités. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup de mal à supporter que dès qu'on ouvre la bouche, on a raison. Et le mieux, c'est que les frères, pour plaisanter, disaient « bah oui, c'est peut-être vrai ». Enfin, les Français, bien sûr, disent ça. Hein. Les autres sont blessés, d'ailleurs, de ce type d'humour. Voilà. Et ça, je pense que c'est le défaut qui est le nôtre. Et là, ce défaut, il est aujourd'hui mis là. Nous sommes face à... Là, pour une fois, nous n'y arrivons pas. Nous ne comprenons pas. Nous sommes objectivement nuls. Moi, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Je lui ai dit, bonne nouvelle, c'est vrai. Bienvenue au club des humains. Nous sommes nuls. C'est un bon point de départ pour recommencer à apprendre. Geoffroy, l'humilité comme entrepreneuriale, c'est la... Oui, je vais voir si j'ai bien compris ce qu'a dit frère Samuel, parce qu'il nous arrive de discuter aussi de temps en temps. Je ne comprends pas toujours ce qu'il dit, mais si j'ai bien compris, c'est non pas parce qu'il est trop intelligent. Hein, il nous manque une espérance collective. Et les 30 Glorieuses, c'était quand même, qu'on le veuille ou non, une expérience collective. Chacun savait que s'il participait à cette espèce de destin collectif, sa vie s'améliorerait et la vie de ses enfants s'améliorerait. Bon, et ça, évidemment, c'est parti en fumée, à quelques exceptions près, pour les générations depuis maintenant une trentaine d'années. Ramayad a appelé les 30 piteuses. C'est la première fois que j'entends ce terme. Ah si, non oui, ah bon, je ne l'ai pas vu, moi. Non, mais enfin, c'est pas parce que c'est pas un terme de Ramayad que c'est pas un terme intéressant. On vient de vivre effectivement 30 piteuses qui ont détruit cette espérance collective. Et c'est pas destin collectif, c'est espérance collective. Parce que je reviens à entreprendre, et pour entreprendre, il faut espérer. Pas refaire le proverbe latin. Donc, elle a disparu. Mais là où je rejoins frère Samuel, c'est que effectivement, on est en train de se rendre compte qu'on est nul. C'est assez juste que les Français perdent le match partout. Il y a eu une intervention sur le Moyen-Orient là qui était assez, qui faisait mal, hein, qui enfonçait le clou. En Chine, on nous dit voilà, on n'est pas bon, etc. Et donc, ça peut permettre de nous faire tomber de notre piédestal. Vous vous souvenez de la vieille blague des Belges, comment font les Français pour se suicider? Ils se tirent dans le complexe de supériorité. C'est exactement ça, quoi. Hein. Et donc peut-être que à un moment, je croyais que tout le monde la connaissait depuis longtemps, mais non, mais tu vois, c'est toujours bienvenu. Quoi, oui, de vieilles blagues peuvent faire recette. Et donc à un moment, on peut espérer que le choc de cette mondialisation, le choc du classement PISA qu'on a eu hier, enfin tous ces nouvelles qui viennent tous les jours ou tous les soirs nous disent on descend année après année dans les rangs, etc.
provoque un espèce de sursaut, de prise de conscience et d'envie. Par contre, juste peut-être, et là je fais une aparté politique, je sors complètement de mon rôle. Mais si tous les droits sont permis. Tous les droits sont permis, mais il nous manque l'homme politique qui réussirait à fédérer les énergies en positif et non pas en négatif. C'est-à-dire que jusqu'à présent, à droite ou à gauche, on entend souvent des discours d'opposition et pas discours de fraternité. Alors ça fait un peu bisounours de dire ça, mais il n'empêche que pour recréer une espérance collective, il faut trouver ce qui fédère et pas ce qui oppose. Dans la République de 1989, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous avez envie de réagir? Je sais que je vous ai sans doute beaucoup frustré parce qu'avec la galopade que nous avons vécue pendant toute cette journée, vous n'avez pas forcément pu beaucoup parler. Est-ce que vous avez envie de réagir ou d'ajouter votre pierre à cette réflexion ou est-ce que vous la dégustez et vous la digérez progressivement? Non? Bon, ben c'est bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de frustration, donc je suis rassuré. Vous vouliez rajouter un mot, frère Sabel? Oui, c'est juste pour dire que quand je disais nous sommes nuls et c'est une bonne nouvelle, c'est pas du tout du dénigrement. Pour moi, c'est l'inverse. C'est la manière de sortir du dénigrement. L'humilité est une bonne manière de servir de sortir de l'autodénigrement. Et ce qui est très frappant, c'est que, comment dire ça, moi je le vois partout, hein, parce que j'ai la chance d'aller visiter les communautés de ma congrégation à l'étranger. Partout où les Français ont fait le pari de vivre vraiment dans le pays où ils sont, qui n'est pas le leur. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, vous savez, dans les ghettos d'expat, là, où ils sont vraiment dans... C'est impressionnant, la capacité d'intégration, le métissage qu'ils font entre leur culture et ce qu'il y a de meilleur dans la culture. C'est stupéfiant, ça. Et donc, je pense que c'est pour dire qu'il y a un potentiel énorme, mais il faut que ce potentiel soit libéré de la prétention pour pouvoir être beaucoup plus humblement et effectivement mis en œuvre. Et encore une fois, c'est très frappant, il faudrait faire la liste des Français, entre guillemets, qui réussissent à l'étranger. Et on est très impressionnant. C'est très impressionnant de voir ça par rapport, pour le coup, tout à l'heure, ce petit pays de 63 millions d'habitants. Parce qu'ils sont passés par la case humilité, c'est ça? Voilà, parce que ces Français en question sont ceux qui ont accepté de recommencer ailleurs en partant d'en bas. Là, ils arrivent avec leur diplôme Bac+5, on ne comprend pas ce que ça veut dire Bac+5 quand on est à l'autre bout du monde. On n'en a rien à faire. C'est pas la question, c'est ta valeur, c'est ce que tu as dans la tête, dans le cœur et le courage. Voilà. Et donc, ça, je pense que c'est un atout énorme. Très bien. Écoutez, on finit quand même sur une note d'espoir, peut-être même d'espérance. D'ailleurs, il y en a eu d'autres au cours de cette journée. Je pense que nous avons tous besoin de digérer tout ce que nous nous sommes dit durant cette journée très dense, très active, très rapide. Nous avons parlé d'éloge de la lenteur. Je dois dire que là-dessus, je n'ai pas forcément montré le bon exemple. Je m'en confesse et j'espère que vous me donnez l'absolution. Je vous remercie infiniment, surtout vous qui avez suivi les débats jusqu'à leur terme. Évidemment, le rendez-vous, il est très très simple à donner. Jamais 506. Donc, les États de la France vous donnent rendez-vous à la fin de l'année 2011. Je pense que les choses auront beaucoup changé d'ici là et que néanmoins, on aura encore beaucoup de choses à se dire. Bonne soirée et merci encore à vous tous.